Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau partage. Aujourd'hui, je voudrais parler d'autisme et je voudrais vous parler aussi de ma façon de voir l'autisme ou d'autres troubles neurodéveloppementaux. J'ai eu cet élan de parler déjà de tout ça, j'en parlerai dans un autre podcast puisque j'ai ouvert une playlist spéciale neuroatypie. Mais aujourd'hui, ça répond particulièrement à une question, puisque je suis adhérente à l'association Autisme Aide 35, donc l'autisme dans ma région. Et dans cette lettre d'information, on nous posait quelques questions pour pouvoir améliorer un peu les axes de travail, les directions à prendre de l'association afin qu'elle puisse correspondre à la demande générale. Et à la fin, il y avait une question qui nous demandait qu'est-ce que vous aimeriez soutenir ou aborder comme sujet pour pouvoir participer quelque part, vous aussi, à cette association. Et du coup, ça m'a donné l'envie, l'élan de faire ce partage aujourd'hui, parce que moi, ce que j'ai répondu, c'est que j'aimerais pouvoir partager ma vision personnelle, qui est aussi du coup une vision professionnelle, puisque depuis ma vision personnelle, j'accompagne professionnellement les personnes au profil neuroatypique depuis maintenant une dizaine d'années, avant même d'avoir posé ce diagnostic pour moi, d'ailleurs. Donc moi, en fait, ce que j'ai vu ici, ce que mon regard m'a permis de voir, en fait, c'est ce que j'ai vu de ces personnes qui sont venues dans mon cabinet et qui avaient besoin d'aide, et du coup, avec cette faculté, j'ai envie de dire, qu'est la mienne, donc toute cette médiumnité, cette clairvoyance, cet accès à d'autres mondes, j'ai pu comprendre certaines choses qui se jouaient, sans au début en faire, je dirais, sans en faire une déduction, c'est-à-dire que juste je pouvais accompagner ces bébés, ces enfants dans leurs difficultés, jusqu'à un moment où j'ai pu prendre une distance et me dire « Ah, mais ok, en fait, c'est quoi le point commun ?» Et de voir que finalement, le point commun chez ces enfants, ou chez ces adultes aussi, puisque j'ai aussi accompagné des adultes, il y avait ici une neuroatypie et à peu près toujours les mêmes choses qui revenaient. Alors pas toujours, parce qu'en fait ça prenait des couleurs, des teintes différentes selon l'histoire familiale, selon plein de choses, mais il y avait quand même quelque chose ici en commun. Et c'est ça que moi j'aimerais pouvoir partager. Je voulais le partager tout en sachant que je ne suis pas sûre qu'au sein d'une association comme celle-ci, ce soit possible de donner la parole à quelqu'un qui, dans son atypie et dans son autisme, justement, a accès à ce genre de choses. Parce que aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus ouvert à ça, mais il y a encore une telle peur, une telle, je dirais presque une omerta sur ces sujets-là, que je ne suis pas sûre que l'association soit prête à donner la parole à quelqu'un comme moi. Mais si ce n'est pas l'association, je suis persuadée, intimement persuadée, que parmi les personnes qui écoutent cette chaîne, il y en aura pour qui ce sera intéressant et que ça pourra éventuellement même aider. Donc c'est pour les personnes à qui ça va s'adresser que je fais ce podcast et pas spécialement pour les gens de l'association, tout en sachant qu'il y a des gens à qui ça va parler et ce sera chouette qu'ils le prennent, et des gens à qui ça va pas du tout parler et c'est chouette pour eux qu'ils le prennent pas et qu'ils prennent une autre direction, puisqu'on n'est pas censé tous croire aux mêmes choses, faire les mêmes choses et avoir les mêmes directions à prendre. Heureusement qu'il y a cette diversité qui justement vient nous enrichir. Tout ce que moi je vais vous partager ici, c'est mon regard, c'est ma vérité. Et s'il y a bien une chose que la vie m'a appris, c'est que cette vérité, elle évolue. Forcément, puisqu'en fait, on vient regarder ce que l'on vit, ce que l'on expérimente depuis nous-mêmes. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons expérimenter ce qu'on expérimente, puisqu'on fait cette expérience via nos sens et que personne ne peut passer par nos sens. Même pas moi, j'ai envie de dire, parce qu'une fois, il y a une personne qui m'a dit « si, toi, tu sais toujours ce que je ressens avant moi ». Et je dis oui, c'est vrai qu'avec cette hyper-sensorialité, avec cette médiumnité qui me permet de savoir ce que l'autre en face de moi ressent, que j'ai développé, c'est pas quelque chose que j'ai compris dès le début, on pourrait croire que je peux savoir ce que vous vivez. Mais je peux jamais le savoir. Je peux avoir quelque chose qui s'en rapproche et qui vous permet, vous, du coup, de vous y connecter pour dire « Ah ouais, ah oui, j'ai ça, tiens, c'est vrai ».
Mais je ne pourrai jamais faire la même expérience que vous, puisque moi, je ne passe pas par vos sens. C'est ce que je ressens de vous par mes sens. Donc, on est vraiment chacun dans sa vérité. Mais du coup, à chaque fois qu'on vient changer quelque chose à l'intérieur de nous, par une prise de conscience, par une guérison profonde, par un déconditionnement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Notre vérité change. On a un autre regard, comme allégé d'un bagage qui fait qu'on monte d'un étage. Et depuis cette montée d'étage, ah tiens, j'ai plus la tête dans le guidon, je vois plus les choses de la même façon. Donc moi, c'est ma vérité. Ce que je vous partage ici, c'est une vérité. C'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre ou que quelqu'un a dit et que j'ai trouvé chouette. C'est comment moi je vois les choses, comment je les sens, comment je les ressens. Je ne dis pas que c'est une vérité globale, générale et que tout le monde devrait l'apprendre. Je dis que c'est ma vérité et qu'elle peut évoluer. Donc ne prenez pas ce que je vous dis comme argent comptant, comme si c'était parole d'évangile, mais peut-être que ça va venir résonner quelque part en vous, de vous dire « Tiens, ce regard-là, il est intéressant, qu'est-ce qu'il nous apporte quelque part ?» Donc moi, je vous partage pas tout ça depuis un endroit de « je sais mieux que vous », mais plutôt dans un endroit, comme je vous le disais, la diversité est peut tellement aider à l'évolution, à se nourrir, que pour moi, c'est très important de pouvoir être à l'écoute de comment chacun vit son monde et vit ses choses. Donc c'est plutôt d'écouter ce que je vous propose de vous partager aujourd'hui et de voir comment ça résonne pour vous. Est-ce que direct ça se ferme? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça dit oui, génial? Est-ce que c'est questionnement? Est-ce que c'est surprenant? Et d'aller voir ce que vous pouvez vous en tirer pour vous-même, pour vos familles, pour vos enfants, tout simplement. Alors pour placer les choses d'entrée de jeu, pour moi, cette épidémie, entre guillemets, d'autisme, on le voit, ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté. Alors oui, il y a forcément des causes, je dirais, extérieures. Certains vont dire que c'est la recrudescence des vaccins, d'autres vont pas savoir pourquoi, mais ils l'observent, d'autres vont dire c'est parce qu'en fait maintenant on sait que ça existe, donc on en voit plus, alors qu'avant on les voyait pas parce qu'on savait pas. Bref, chacun a sa théorie selon d'où ça vient à l'extérieur. Ma théorie à moi, qui n'en est pas une, qui est vraiment quelque chose que j'ai vu depuis mes intrasens, même si on appelle ça extrasensoriel. Pour moi, c'est très interne. Comme je vous vois, j'ai accès à ces informations-là. Pour moi, les autistes, peut-être pas tous les niveaux, parce que je n'ai pas, en tous les cas, pour ma part, je n'ai pas accompagné d'autisme de Kanner, d'autisme profond. J'ai accompagné uniquement des autistes type Asperger, avec du haut potentiel la plupart du temps. Donc, je parle ici plutôt pour cette catégorie de profil autistique qui m'a été offert de pouvoir côtoyer, comprendre, accompagner, qui est aussi cette catégorie, entre guillemets, depuis laquelle moi je vous parle aujourd'hui, puisque je suis aussi concernée par l'autisme dit anciennement Asperger. Donc pour moi, cette forme d'autisme, et maintenant, je suis désolée, ça fait un peu des digressions, des parenthèses dans les parenthèses, mais maintenant que je vous le pose ici, je vois qu'il y a certainement quelque chose du même genre aussi pour l'autisme profond, sauf que du coup, forcément, ce que je vais vous dire sera à lire avec un degré beaucoup plus profond, justement. Donc pour moi ici, tout ce qui se joue au niveau des profils autistiques, c'est plutôt que ces gens-là, les petits ou les grands, viennent amener un changement dont on a besoin. Alors le but du jeu, c'est pas de faire X-Men, l'école des super-héros ou je sais pas quoi, et de se croire plus important que les autres, mais vraiment d'ouvrir le regard pour ne pas justement passer à côté du trésor intérieur que chacune de ces personnes porte en elle. Et donc quelque part d'arrêter de voir ça depuis le monde des personnes atypiques et de voir qu'il y a un trouble, mais plutôt de le voir comme une solution. Moi, je fais ici de la communication animale, mais j'appelle ça, moi, de la traduction de sagesse animale, parce qu'à travers les animaux, moi, j'arrive à me connecter à quelque chose de beaucoup plus grand, une intelligence beaucoup plus grande que la mienne, et pourtant, j'ai déjà pas mal de bagages dans la tête, ça tourne déjà pas mal, et il y a déjà pas mal de QI là-dessous. Mais vraiment, c'est comme si j'arrivais à me connecter à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi, et c'est pour ça aussi que je vais vous proposer qu'on revienne à notre essence profonde, à qui l'on est, en dehors de ce petit humain ici sur Terre qui est un peu perdu, que c'est dur la vie dans la société, gna gna gna. Moi ici, en accompagnant cette petite Mulan, qui est une toute petite chatonne que j'ai sauvée, que j'ai recueillie, j'ai été sa famille relais pour la SPA,
d'une toute petite chatonne. Et du coup, je lui ai fait une séance d'accompagnement énergétique et de communication animale pour pouvoir l'aider. Ce qui, au passage, lui a permis de guérir. Je le dis ici parce que souvent les gens disent « Oh là là, communication animale, oh là là, médiumnité, oh là là, soins énergétiques, c'est des trucs de charlatans, de machin et de bidule. » C'est vrai qu'il y en a beaucoup aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent là-dedans sans forcément savoir de quoi ils parlent. Pour ma part, j'ai 20 ans de bagages derrière moi. J'ai commencé comme ces gens aujourd'hui qui pullulent un peu partout, certainement à faire des trucs sans savoir vraiment ce qu'on fait finalement. Et puis je pense que maintenant j'ai bien roulé ma bosse et que je suis pas mal à mon aise dans ces domaines-là. Mais tout ça pour vous dire qu'à ce moment-là, quand je lui fais ce soin, je reçois ici un message qui vient d'ailleurs. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas de la communication animale, parce que ce n'est pas ce petit chat qui me le dit. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est comme une grande sagesse ici. C'est cette sagesse à laquelle on est tous reliés. Qui me dit, autant pour elle, pour cette petite chatonne que je suis en train d'aider, que pour moi, je le sens que ça s'adresse aussi à moi et je sens que ça s'adresse à beaucoup plus large et c'est pour ça que je le ressors dans tous mes accompagnements, qu'ils soient individuels ou collectifs, et aussi dans les formations que je propose. Cette phrase très importante, c'est comme un mantra de guérison pour moi. C'était « Tu n'es pas le problème, tu es la solution ». Tu n'as jamais été le problème, tu as toujours été la solution. Parce que la plupart du temps, les gens comme moi, les gens, ça ne concerne pas que les autistes d'ailleurs, mais tous ces gens qui viennent avec des divergences, de la diversité, quand ils arrivent dans ce monde qui est largement empreint de, comme j'ai une amie qui appelle ça les moldus, comme dans Harry Potter, ces gens qui sont neurotypiques. Alors c'est pas pour les juger, parce que j'ai plein d'amis, ma famille, qui sont neurotypiques, qui sont des moldus, c'est plus pour rigoler, pour amener de la légèreté ici. Bien que parfois ça peut être souffrant et on peut vouloir juger aussi ces gens qui ne sont pas branchés comme nous, notamment quand il y a aussi du haut potentiel comme chez moi. Mais il y a quand même une acceptation, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est vraiment juste pour pouvoir se dire, on est quand même deux équipes différentes. Même si on fait partie d'une même équipe, il y a quand même deux couleurs d'équipes différentes. Il y a ceux qui ont le dossard rouge et ceux qui ont le dossard bleu, par exemple. Donc quand on arrive à la surface de cette terre avec vraiment une majorité de personnes branchées comme les neurotypiques et qu'on est un neuroatypique qui arrive dans une famille de neurotypiques ou d'une famille de neuroatypiques qui a dû faire semblant et déployer un faux self très 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 prononcé de gens normaux, c'est très difficile à vivre et on a l'impression qu'on est un problème. On a l'impression que quand on est nous-mêmes, on n'est pas comme il faut, on dérange. Et là, on va commencer à se brancher à l'envers. Et on va commencer à rentrer dans tout ce truc de les gens normaux viennent nous montrer comment on devrait s'inclure, comment on devrait être. Et on va commencer finalement à construire ce faux self, tous ces conditionnements qui vont faire qu'on va même plus on va plus laisser passer l'élan de vie à l'intérieur de nous parce qu'on va se dissocier de soi, on va se mettre en différentes fractales partout pour essayer de dire ok, ce truc-là, quand je fais ça ou quand je suis ça, ça correspond pas, je me trouve en insécurité, je le prends, je le balance. Je le jette par-dessus bord. Donc on va commencer à finalement détruire ce formidable puzzle que l'on est à la base. On va en prendre des pièces qu'on trouve dangereuses d'incarner, parce que quand je fais ça, quand je suis ça, quand je dis ça, en face, le lien se rompt, en face, on se met en colère, en face, on me punit, en face, on m'abandonne, en face ceci, en face cela. Donc du coup, ces pièces de puzzle, on va les balancer par-dessus bord, on n'en veut plus, ce qui fait qu'on est comme un fromage, un gruyère avec plein de trous. Il n'y a plus de nous là-dedans, il y a plus d'espace de non-nous que de nous. Comme si vraiment on avait été un problème. Et on finit par être un problème, parce que quand on se quitte soi-même comme ça, quand on ne laisse plus la vie circuler à l'intérieur de soi sans se juger, sans se morceler, on devient un problème, parce que du coup, on devient faible, on devient malade, on devient angoissé, on devient dépressif, on devient tout ce qu'on veut. Et du coup, j'ai un problème. Je dois toujours me guérir, je suis un problème. Et on trimballe cette espèce de gros truc là, comme si on était un problème. Sauf que moi, je vois les choses dans l'autre sens. Et c'est là que j'ai commencé à arrêter cette roue qui tournait dans ce sens pour moi de je suis un problème, je suis un problème, je suis un problème. Stop! Pour la faire aller dans l'autre sens,
qui est celui que cette sagesse animale m'a proposé ici, c'est « tu n'as jamais été un problème ». Tu étais une solution. Tu étais une solution qui venait justement montrer les problèmes de ce monde actuel. Sauf que ce monde actuel est blindé de résistance, blindé de gardiens, de protection pour pas aller voir justement toutes ces choses intérieures qui font mal, toutes ces blessures de notre vie d'enfant, tous ces manques qu'on a eus. Et du coup, quand en tant que bébé, enfant ou même plus tard après adulte, on vient mettre le doigt pile sur le truc qui fait mal, on nous dit ça c'est pas bien. Et donc on nous fait croire qu'on est un problème. Moi je trouve que justement cet autisme est une solution pour aller voir où sont les problèmes qu'on laisse enterrer et qui font qu'on est aujourd'hui dans une société complètement abracadabrantesque, sans aucun sens, en perdition, en apnée. On le voit bien aujourd'hui, toutes les structures de notre société actuelle se cassent la gueule, elles sont toutes à bout de souffle, que ce soit la santé physique ou la santé psychique, psycho-émotionnelle, que ce soit l'éducation de nos enfants, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'écologie, que ce soit la religion, que ce soit la politique, toutes ces choses qui sont vraiment les fondements de ce sur quoi on se pose en tant que société, sont en train de montrer leurs limites, comme combien ça se casse la figure. Et pour moi, les personnes qui ont des troubles, avec plein de guillemets, neurodéveloppementaux, viennent montrer finalement où est-ce que ça pêche. Donc pour moi, ce sont des véritables solutions. Et si on allait écouter un peu plus ce que ces gens ont à dire, autant les adultes que les enfants, que même les bébés, moi je suis traductrice de bébés et je vous assure que j'ai appris des choses d'une richesse en traduisant les bébés, largement plus riche que ce que j'ai pu apprendre à l'école. Même si évidemment c'est d'une autre... c'est pas le même genre d'apprentissage, on est bien d'accord, mais c'est d'une richesse pour vivre ce serait vraiment une horreur de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir le partager. Donc pour moi, ces gens, avec ces profils atypiques, viennent apporter quelque chose de novateur. Pas pour dire ce que tu es, c'est pas bien, parce que c'est souvent comme ça que les moldus prennent ce que les personnes aux neuroatypies viennent leur montrer. C'est pas pour dire c'est pas bien. C'est pour dire là, tu vois, il y a un truc qui me convient pas. Je marque une limite très forte. Souvent, quand on dit il n'y a pas de filtre ou quoi que ce soit, tiens, je viens de dire quelque chose, boum, ouais, là, il va falloir que tu apprennes un peu. Il va falloir que tu apprennes à enjoliver un peu, à mettre un peu de coton autour de ta parole brute et tout ça, parce que c'est pas possible. Tu vas te faire recevoir comme pas possible par les autres. Ok, moi, de mon côté, je vais apprendre à mettre un peu de coton autour de ma parole brute pour pas venir te non plus ruer dans les brancards et puis que tu te sentes agressé. Ça, je suis d'accord. Par contre, de ton côté, est-ce que toi aussi, tu peux voir que tu as quelque chose à apprendre de moi ? Moi, j'apprends de toi, mais toi, est-ce que tu vois que tu as quelque chose à apprendre de moi ? Est-ce que tu vois que le bouton sur lequel je suis venue apprendre ici, c'est pas seulement que je suis brute de décoffrage qui t'enquiquine, c'est que ça vient appuyer sur quelque chose qui est là à l'intérieur de toi et qui te met mal à l'aise. Et si on allait voir ce qui est là ? Et ce qui est là, pour moi, c'est ça qui est à la base du bordel ambiant dans lequel on vit sur cette planète aujourd'hui, à savoir le traumatisme et les charges émotionnelles, les blessures de notre passé qui nous font fonctionner en mode automatique avec des conditionnements. Des conditionnements pour éviter de devoir voir tout le bagage que j'ai de manque, de peur, de tristesse non accompagnée, de liens non faits, de liens non sécures, de manque de présence avec un P majuscule. Parce qu'on est tous des enfants en manque de présence. On est tous des enfants en manque d'amour. Et du coup, on a appris à se construire, notre ego s'est construit de cette façon-là, mais du coup avec des conditionnements, des automatismes pour ne pas aller voir ces choses qui font mal et qui font peur. Et c'est depuis ces manques qu'on construit la société actuelle. C'est depuis ces manques, ces peurs, ces besoins de manipuler l'autre pour être sûr d'avoir ce qu'on a, de ce dont on a manqué, et pour pas aller voir justement ces choses affolantes à l'intérieur de nous qui sont planquées sous la surface. Moi je dis ça caché sous le tapis là, sous la surface de notre conscient, que l'on est en train de créer. Que ce soit que l'on est en train de créer un enfant quand on devient parent,
que ce soit éduquer nos enfants quand on est prof, maître et maîtresse d'école, que ce soit soigner les gens quand on est médecin, que ce soit mettre en place des nouvelles choses pour aider les gens quand on est chercheur, scientifique ou quoi que ce soit pour gouverner quand on est dans la politique. Vous voyez bien que si on part de ces manques en nous, de ce manque de vie, on ne va pas pouvoir amener de l'abondance et de la bienveillance. Si je plante une patate, je ne récolte pas une fraise, je récolte une patate. Donc si je plante quelque chose, je crée quelque chose depuis le manque, depuis la peur, depuis tous ces traumas non vus. Et des traumas, il y en a plein. Il ne s'agit pas d'avoir été frappé ou violé pour porter un trauma. Le trauma, c'est comment on a vécu les choses. Ce n'est pas quelles choses nous sont arrivées. On est une société de gens traumatisés et on a tous gardé ces traumas-là en bagage, que ce soit les traumas transgénérationnels que l'épigénétique aujourd'hui nous montre, nous prouve que ça existe. Là où moi je travaille depuis plus de 15 ans là-dessus par le biais de l'accompagnement énergétique, le legs transgénérationnel est aujourd'hui prouvé par l'épigénétique. Donc finalement, on est finalement les générations qui montrons comment dirais-je, au plein jour, qui jouons le théâtre extérieur de tout ce qui est à l'intérieur des générations avant les nôtres. Donc on a tous les traumas transgénérationnels de nos aïeux, mais on a aussi tout ce qu'on a ici comme bagage de notre vie qui en découle. Parce que si on est soi-même élevé par des gens qui sont manquants, qui sont dissociés, qui sont ceci, qui sont cela, qu'est-ce qui se passe ? Je suis un enfant qui se construit dans le manque, dans la dissociation, dans ceci, dans cela. Donc si on ne va pas voir ces choses-là, arriver à un moment donné, en bout de fil, ça ne marche plus. Ça devient le caca-fouilla, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc le but du jeu pour moi, c'est de pouvoir aussi aller voir, et on le verra un peu plus loin dans l'audio, la richesse de ce que viennent nous montrer ces personnes neuroatypiques pour pouvoir revenir à la base. Donc moi, ce que je propose dans mes accompagnements, c'est, et puis il y a de nombreux professionnels aussi de l'accompagnement, classiques ou moins classiques, ça peut être d'être un psychologue ou quelqu'un de moins classique mais qui propose ce genre d'accompagnement, c'est de finalement aller chercher tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel non accompagné de notre passé pour pouvoir le purger quelque part et du coup se défaire de tous ces conditionnements qui sont associés à ces charges émotionnelles de notre passé, qui n'ont pas été vues et accompagnées parce que ce n'était pas possible pour nos parents ou pour les adultes de référence de nous accompagner à ce moment-là. Donc nous, on les a gardés là à l'intérieur de nous et depuis cet endroit-là, pour ne plus aller voir ce qui est là et qui fait mal et ce qui fait peur, on se conditionne. Et on va se rentrer dans un mode automatique de fonctionnement et donc on a perdu un bout de nous au passage. Donc le but du jeu pour moi ici, c'est d'aller retrouver ces espaces de haute vulnérabilité qu'on a mis de côté pour pouvoir aujourd'hui rejouer, larguer, purger, libérer ces émotions qui sont là, ces traumatismes qui sont là depuis toujours, pour pouvoir être plus plein de nous, au lieu d'avoir enlevé un bout parce que celui-ci faisait que l'autre ne m'aime pas, j'enlève celui-ci parce que celui-là, je vois bien que ça va pas, et ainsi de suite. Et ça concerne tout le monde et pas que les neuroatypiques. Les neuroatypiques, les personnes à profil autistique, j'ai envie de dire encore plus, parce que du coup, il n'y a pas cette... cette couverture, cette protection. C'est comme si on était brut, comme si on était à vif, et que du coup, on prend les choses beaucoup plus à cœur et on peut être beaucoup plus sujet au traumatisme, parce que du coup, on a des besoins qui ne sont pas les mêmes que la plupart des gens ici. Et du coup, forcément, on le prend un peu plus de plein fouet, si je puis dire. Mais ça concerne aussi les neurotypiques, les moldus. Ceux-là, on fonctionne tous pareil. Quand je vous dis qu'on est dans une même équipe, pour moi, ça concerne tout le monde. Alors, c'est pas tout le monde qui va faire ce chemin, mais c'est tout le monde qui peut être invité à l'observer, à se dire « Ok, moi, je le sens juste pour moi, je vais faire ça. » Ou alors « non, moi, c'est pas ça que je viens faire comme expérience ici. J'ai pas envie. » Et vous allez voir qu'il y en a plein qui n'ont pas envie ou qui ne croient pas à ça et qui vont être comme obligés de se mettre en chemin par ce qui émerge aujourd'hui, par tout ce qui est en train d'émerger, parce qu'on est en train de transitionner, j'ai envie de dire, à la surface de cette planète Terre.
Tout le monde est en train d'évoluer vitesse grand V. Alors déjà, l'évolution, c'est pour tout le monde, on le sait bien. Mais là, il y a une accélération où justement, on va faire ressortir tous ces vieux tiroirs, tous ces vieux dossiers. On ne sait pas pourquoi ça revient. Donc, on va avoir des grosses fatigues, on va avoir des grosses angoisses, on va avoir des arrêts de travail, des burn-out, des machins, des bidules. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quelque part, on est amené justement... C'est ma vision, je ne dis pas encore une fois que c'est une vérité, que vous devez adhérer à ma vérité, mais dans ma vision, on est tous en chemin pour amener quelque chose de nouveau et de sain et d'équilibré et de fraternel et de quelque chose dans le cœur, à la surface de cette terre. Ce qui est chouette, c'est que les personnes qui ont des profils neuroatypiques comme moi, elles peuvent avoir une façon de voir les choses qui est complètement différente et qui est novatrice, qui va permettre finalement d'amener des choses qui vont aider dans ce sens, aider à rééquilibrer. Certains vont être spécialisés et c'est aussi pour ça qu'on a tous, alors on note ça comme un genre de critères qu'il faudrait cocher justement pour les diagnostics. Est-ce que vous avez des intérêts spécifiques? Ah oui, donc c'est que vous êtes autiste. Donc voilà, vous pouvez être autiste et puis on va essayer de vous inclure dans notre monde. Moi je dis non. Ok, merci d'essayer de m'inclure dans votre monde, mais n'oubliez pas d'essayer de vous inclure dans le nôtre aussi. C'est un échange, on n'est pas des personnes à problème. On a un problème parce que ce monde est en problème. Ce monde a besoin d'une guérison et nous, on est le médicament. Alors, il ne s'agit pas ici de se prendre pour Superman ou Wonder Woman, hein, mais il s'agit juste d'accepter d'incarner pleinement qui on est parce qu'il y a quelque chose ici à venir amener. Il y a une pierre à l'édifice, c'est pas tiens, tu vas avoir la MDPH, tu vas être dans une institution, tu vas rester chez toi, tu peux pas travailler. Non, qu'est-ce que je peux faire émerger de là-dedans? Alors oui, ça peut être bien d'être à la MDPH ou d'avoir une allocation pour pouvoir justement prendre le temps de se remettre au droit, d'avoir le droit de reprendre son souffle, de se trouver, de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer et qu'est-ce qu'on vient chacun apporter ici. Ça, c'est super important. Mais derrière, il faut briller, parce que tout le monde ici a un trésor. Les neurotypiques, les neuroatypiques. Mais la plupart du temps, le trésor des neuroatypiques, on ne le voit pas parce qu'on les catégorise comme des gens à problème. La preuve, c'est que le diagnostic se fait chez le médecin, comme si c'était une maladie. Donc pour moi, ici, on est vraiment dans une vision complètement à l'envers. Il y a un monde à l'envers qui vient essayer de mettre son à l'envérisme sur tout ce qui est quelque chose, une option, une solution pour pouvoir remettre le monde à l'endroit. Et pour moi, c'est extrêmement important de le voir comme ça. Donc il y a des gens comme moi qui ont cet accès, je dirais, à ce qui est invisible. Donc moi, ma médiumnité, elle me sert à voir justement les rouages. Qu'est-ce qui fait que chez les gens, il y a des choses qui bouclent, qui cyclent, et pourquoi ils n'arrivent pas à en sortir? Donc tous ces automatismes, tout ça. Moi, j'arrive à voir tout ça, que ce soit chez le bébé, chez les parents, chez les animaux, chez tout le monde. Moi, j'ai cette faculté-là. D'autres vont avoir une faculté de création, d'invention d'un outil technologique pour telle ou telle chose. Bref, chaque intérêt spécifique vient finalement nous placer à l'endroit de la trame, l'endroit où on est censé venir pour briller. Alors, il est vrai que, par exemple, ceux qui ont, on donne souvent cet exemple-là, ceux qui ont un intérêt spécifique, par exemple, pour les tickets de métro, on peut se dire, en quoi ça va sauver le monde, hein? On est bien d'accord. Pour moi, comme je vous le disais déjà chez les personnes qui ont des autismes un peu plus profonds, j'ai pas habitude du tout de les accompagner. Donc je ne connais pas ce monde-là, mais je pense qu'il y a quelque chose vraiment de similaire qui se joue. Après, pour les intérêts spécifiques qui sont un peu plus abracadabrantesques, moi je pense qu'ici, pour le moment, on se dit oui, mais comment veux-tu que la collection de tickets de métro, ça puisse sauver le monde ou quoi que ce soit? Ici, ce qui va être intéressant, c'est pas le ticket de métro en soi. C'est d'aller voir qu'est-ce que ça vient faire chez la personne, en quoi c'est satisfaisant, en quoi elle a besoin de cette collection, et d'aller voir justement le trésor qui est derrière. Et c'est ça qui va être quelque part la solution ou le trésor que cette personne peut apporter. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'apporter quelque chose en faisant ou en créant, on apporte aussi quelque chose en étant nous-mêmes tout simplement, et en laissant les autres nous comprendre pour qu'on puisse rééquilibrer justement tous les piliers de cette société. Je pense ici notamment aux bébés. Les bébés, quand je les traduis souvent, en fait, quand il y a des difficultés de sommeil, de prise de poids, de maladie, de choses comme ça, ils vont me dire quelque chose comme
Je suis là pour sauver maman, par exemple, ou pour sauver papa. Et c'est pour ça que j'arrive pas à dormir, parce que quand je dors à côté de maman, finalement, tous les jours, elle est la preuve vivante que j'arrive pas à la sauver. Je veux la sauver de sa tristesse, et en fait, comme elle est toujours triste tous les jours, en fait, je me réveille tous les jours et j'arrive pas à la sauver. Comment vous feriez si il y avait un truc que votre patron vous a demandé de faire, et que vous n'avez pas réussi à rendre le dossier à temps? Vous allez certainement aussi avoir du mal à vous endormir. Peut-être même vous allez avoir peur de vous faire engueuler, de vous faire virer ou quoi que ce soit. Pour les bébés, c'était pareil. Du coup, ici, quand je vous dis que les bébés m'ont appris des choses formidables, c'est que quand on a appris ces choses-là pour les bébés, qu'on a mis ça en mots pour les bébés, et que derrière, après, quand on est allé accompagner bébé là-dedans, derrière, il dort alors que ça faisait 1 an qu'il n'avait jamais fait ses nuits, et qu'à partir de ce moment-là, il dort directement, on se dit qu'on a appris quelque chose de très important, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe ici qu'on apprend? C'est que finalement, on se rend compte que les bébés, déjà, même s'ils ne savent pas parler, il y a quelque chose qui se passe en eux, même si ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du conscient, parce que moi, je ne peux pas savoir si c'est de l'ordre du conscient ou de l'inconscient. Je ne sais pas si bébé, il a conscient de ça, s'il est en train de se dire « Oh là là, j'ai pas sauvé maman », je ne pense pas du tout que ce soit comme ça. Mais je ne le sais pas. En tous les cas, dans son inconscient, il y a quelque chose qui est en lien direct, éponge, avec ce que maman porte, ce que je vous propose d'aller voir justement dans vos inconscients, vos blessures d'enfance et tout ça, et que bébé, lui, ici, il a besoin de prendre en charge. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un parent présent, comme je vous le disais. Donc pas d'un parent qui est à moitié présent et à moitié habité de son passé, là, sous la surface, caché sous le tapis, parce que ce passé-là va avoir un impact sur comment maman va s'occuper de bébé. Et du coup, si elle s'est dissociée pour ne pas sentir cette tristesse dont nous parle bébé, elle va aussi être dissociée pour s'occuper de son bébé. Et bébé ne va pas se sentir ici en sécurité avec une maman qui est dissociée. Donc ici, quand il vient nous dire « je crois que je dois sauver maman de sa tristesse et que en fait, j'y arrive pas et que toutes les nuits, c'est comme ça », et maman, elle croit bien faire parce qu'elle se dit « c'est un petit bébé, il pleure souvent, il se réveille, écoute, je le fais dormir en cododo ». Et finalement, c'est bête, mais le fait que bébé soit juste à côté de maman, ça réveille tout ça et il dort pas bien. À ce moment-là, quand maman met bébé dans la chambre à côté et qu'il n'est plus au contact de maman, bébé dort bien. Et maman prend conscience de ce qui se passe pour elle, donc elle peut s'en occuper. Et du coup, bébé se dit « Ah, c'est bon, finalement, il y a quelqu'un qui s'en occupe ». Pourquoi? Parce que pendant la séance, on est venu lui dire « Ok, merci de nous montrer ça. Mais c'est pas à toi de t'occuper de la tristesse de maman, en fait. Ça n'est pas à l'enfant de prendre en charge son parent. Ça, c'est très, 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 très délétère. La parentalisation de l'enfant, celui qui doit être le parent de son propre parent, ça crée des bordels psychologiques. Après, tout le monde se retrouve en cabinet de psy, puis il n'y a plus assez de place pour tout le monde. Et ça, je suis sûre que s'il y a des psychologues parmi vous qui m'écoutez, vous en avez peut-être même fait les frais pour vous, et peut-être que vous voyez des dizaines, voire des centaines de patients qui ont dû faire les parents de leurs propres parents. Donc déjà, on apprend que ça se met en place dès bébé et dès inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont vraiment nous montrer ça au plein jour, genre « tu pourrais prendre soin de moi quand même, je suis ta mère, machin, machin ». Mais il y a aussi ces mamans ou ces papas qui veulent tout faire bien, comme cette maman ici qui veut faire cododo parce qu'elle sait très bien que son bébé, s'il pleure, il faut qu'il soit rassuré, machin, mais qui ne se rend même pas compte de tout ce qui se joue de façon inconsciente aussi. Donc là, finalement, nos enfants viennent nous montrer qu'est-ce qui se passe ici. Attention, prenons soin de nos inconscients. Quelque part, si on a un petit souci dans le quotidien, ça peut être le petit fil à tirer pour aller voir tout ce qui est souci, qui est beaucoup plus gros, mais qu'on n'a pas encore vu. Et des fois, on pourrait se dire, bon, faut pas non plus aller chez le psy, faut pas non plus se faire accompagner pour tout et rien. Quand on devient parent, c'est pas tout et rien. Parce qu'en fait, on est en train ici de créer l'environnement, le terreau dans lequel va grandir un être vivant. C'est toute sa vie future qui est en train de se mettre en jeu ici. Et c'est pourquoi moi je propose aux parents de se former à ça et de se faire accompagner. De toute façon, quand on devient parent, c'est une ouverture sur notre inconscient. Et il y a plein de choses qui remontent. Et on se rend compte que finalement, ce n'est pas le truc idéal qu'on avait forcément voulu ou projeté, parce que ça vient ouvrir la hotte du père Fouettard, à savoir, du coup, ça vient soulever le tapis sous lequel on avait caché toutes ces choses-là. Et si on ne sait pas ce que c'est, si on ne sait pas comment ça fonctionne, quand ça remonte à la surface, ça fait peur, ça déséquilibre tout le monde et ça crée un climat d'insécurité dans lequel le bébé grandit. Donc quand je vous dis qu'on a chacun un trésor, parfois c'est pas forcément
en créant ou en donnant, mais simplement en étant qui on est. Si moi je vois tous les trésors que m'ont offert ici les bébés, les enfants, les animaux, je me rends compte que finalement ce qu'on nous a montré, ça nous a permis de voir où ça déconne dans la société. Qu'est-ce qu'on pourrait revoir? Et du coup ici, tous les bébés que j'ai accompagnés, déjà dans le ventre de leur maman, mais aussi après, et plus grands après quand ils sont un peu d'âge plutôt scolaire, c'est de voir qu'au niveau de la conception, déjà, il y a des choses à revoir. Au niveau de la sexualité, il y a des choses à revoir. Et que tout ça, ça découle de ce qu'on cache sous le tapis. Il y a des choses à revoir au niveau du suivi et de l'accompagnement des femmes enceintes. Il y a des choses à revoir au niveau de tout ce qui a été médicalisé au moment de l'accouchement. Parce qu'en fait, à vouloir trop protéger, trop gérer, trop contrôler, on crée d'autres problèmes qu'on ne veut pas voir, mais qu'on verra émerger. Moi, je les vois depuis 10 ans déjà, mais on les verra émerger. Mais dans quelques années, on va se dire « Merde !» Vous savez, c'est comme ces modes où à un moment donné, on nous dit « Il faut coucher bébé sur le ventre ». Et puis 10 ans après, « Il ne faut surtout pas coucher bébé sur le ventre ». Mais en fait, si on écoute les uns les autres, on se rend compte à l'heure actuelle que tout est son contraire est dit. Même au niveau de l'alimentation, des fois, il faudrait manger ça pour être en santé, puis des fois, lui, il ne faudrait pas manger ça parce que ça donne des allergies ou je sais pas quoi. Et c'est pareil pour tout, il y a du non-sens qui s'invite partout. Quand je vous dis, c'est dans tous les piliers, dans toutes les structures de cette société. Pourquoi? Pas pour nous embêter, nous faire nous perdre ou quoi que ce soit, mais pour qu'on retrouve notre vraie boussole qui est la boussole intérieure. Et pour pouvoir savoir se naviguer à la surface de cette société, savoir où aller, quoi faire, celui-là me dit que c'est bien, mais celui-ci me dit que c'est pas bien, il faut que je puisse aller chercher la réponse à l'intérieur de moi. Et pour pouvoir aller la chercher à l'intérieur de moi, il faut que mon puzzle soit complet. Là où, dans le passé, je suis allée en enlever des pièces parce que ça et ça et ça m'avait fait peur, ça m'avait rendu triste, ça m'avait fait me sentir en insécurité. Donc c'est vraiment un travail de rapatriement, d'unification. Et justement, c'est là qu'on amène le mot qui peut faire peur à certains, notre aspect spirituel. Et quand je parle de spiritualité ici, je ne parle pas de religion. Pour moi, la religion, c'est un autre conditionnement. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est vraiment de voir que on est cette essence, on est ce divin, on est cette essence profondément spirituelle qui vient finalement s'incarner dans un corps humain. Donc on est entre matière et subtil. La Terre, c'est vraiment la planète à laquelle on est rattaché, on est humain. Donc on a ce côté pragmatique, terrestre, incarné, ce côté de faire en fait. Et ce côté très, comme on le voit aujourd'hui chez les neurotypiques, chez les moldus, c'est ce truc de je suis là. Mais je suis coupée de tout, je suis juste un humain à la surface de cette terre, je dois travailler, je dois rigoler, je dois me divertir, je dois ceci, je dois cela, et puis c'est tout. Et il y a la connexion au ciel qui est largement oubliée. Et c'est ce qui, à mon avis, crée aujourd'hui cette déconnexion. On vient chercher la connexion dans l'Internet, les réseaux, les machins, tout le monde est connecté de ce côté-là, mais on est complètement déconnecté de notre essence profonde, que certains vont appeler notre âme, par exemple. Et ça, c'est délétère. C'est un bout de nous. Si on l'oublie parce qu'on est seulement dans notre tête pensante, oups, on oublie une partie de nous qui est les 3/4 de ce que l'on est. On est dans d'autres dimensions, on n'est pas seulement que dans cette dimension purement terrestre qu'on peut toucher, tangible. On a une émanation énergétique aussi. On vient d'où? On vient faire quoi? Et c'est ça, moi, que je voudrais pouvoir ramener parce que mon côté autistique me donne cet accès-là, en fait. Et un accès qui n'est pas complètement perché parce que pour moi, justement, ce travail que j'ai fait depuis de longues années maintenant, c'est vraiment ce travail de descendre dans la matière, puisqu'il y en a qui sont très dans la matière, qui ont du mal à s'ouvrir à autre chose, et il y a d'autres personnes comme moi qui sont très branchées à autre chose dès qu'elles arrivent dans ce monde-là, et qui sont un peu coupées de la matière, parce que la matière, ça fait peur. Descendre ici sur Terre, c'est un peu le monde des fous, quoi. Donc moi, j'ai fait ce travail, qui n'est certainement pas fini, de descendre dans la matière. Donc moi, j'ai un peu ces racines de l'arbre et aussi ces branches qui s'ouvrent vers autre chose. Et pour moi, c'est important que ceux qui n'ont que les branches viennent planter leurs racines et que ceux qui n'ont que leurs racines viennent ouvrir leurs branches. Moi, j'ai énormément de chance, c'est que la maîtresse de mes enfants est d'une ouverture et d'une bienveillance exceptionnelle.
Je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans le monde de l'éducation nationale qui soit comme ça. Et d'ailleurs, elle m'a permis de me rabibocher aussi avec ce monde-là, parce que moi, j'ai énormément souffert dans le monde de l'école étant petite, et même plus grande d'ailleurs après. Et du coup, mes enfants ont des particularités sensorielles. Ils ont probablement, même si pour le moment le diagnostic n'est pas encore posé, quelque chose de l'ordre des TSA ou en tout cas du TND. Et du coup, elle est super et cette école est vraiment super pour ça. Et donc, ils viennent ici leur donner déjà la possibilité d'être comme ils sont. Donc, d'avoir une sensibilité particulière. Ils ont le droit de mettre un casque anti-bruit. Ils ont le droit d'avoir une élastique là, attachés au pied de leur bureau pour pouvoir secouer leurs jambes, les faire rebondir sans que ça dérange non plus les voisins, sans avoir à se balancer sur leur chaise et compagnie. Bon bref, il y a plein d'aménagements qui sont proposés et franchement, mais quelle richesse, et je suis pleine de gratitude quand je pense à cette personne qui accepte mes enfants et qui arrête de les traumatiser comme ça a été le cas dans les premières années de leur scolarisation, alors qu'ils n'étaient qu'en maternelle, j'ai envie de dire. Ce pourquoi on a dû d'ailleurs les sortir du système scolaire pour les scolariser à la maison. Donc je suis vraiment contente de ça. Et en même temps, il y a des choses ici qu'on pourrait vraiment ouvrir encore différemment pour aller un pas de plus. Et je sais que moi, je suis toujours Madame Plus, Madame Je veux plus. Donc je sais aussi que ça prendra le temps que ça doit prendre. Mais pour moi ici, pour avoir vraiment la richesse de tout ce qui se passe, c'est de ne pas oublier que c'est à double sens que ça se passe. C'est pas seulement, tiens, on vous inclut. Vous savez, il y a souvent ce terme de l'inclusion quand on parle des TND, de l'autisme, des handicaps ou quoi que ce soit. Et ici, pour moi, le but du jeu, c'est pas l'inclusion. C'est pas de dire, ok, je te laisse venir dans ma classe de moldus, entre guillemets, de neurotypiques, de gens normaux. Je te laisse venir ici et je te donne le droit finalement de pouvoir avoir ces petits artifices qui vont te permettre de rentrer dans le moule qu'on te propose. Ça, c'est une étape, c'est un sens, parce qu'en fait, comme on est en train d'être en transition, on ne peut pas du jour au lendemain tout changer comme ça, toute cette éducation nationale qui est un gros pavé dans la mare, on ne peut pas la faire changer, il y a une genre d'inertie, il faut y aller petit à petit. Mais il ne faut pas oublier que c'est dans les deux sens que ça se passe. C'est-à-dire que merci à ces gens bienveillants et ouverts de pouvoir inclure ces profils-là dans des classes pour qu'ils puissent aussi faire l'expérience de ce que c'est la vie terrestre et pas qu'ils soient genre dans un petit groupe et puis qu'on les met à côté parce que les pauvres, ils ne sont pas capables d'eux. Il faut aussi leur montrer toutes leurs capacités tout en acceptant les adaptations qu'il y a besoin de faire. Mais on ne s'arrête pas là. Sinon, on n'a rien compris et sinon, on passe à côté du trésor qu'ils sont. C'est que ce qui serait super chouette ici, et je sens que leur maîtresse est tellement là-dedans, mais qu'on est aussi limité quelque part, de pouvoir faire venir ces choses, c'est difficile. Le but du jeu ici, c'est aussi de venir donner la parole à ces enfants particuliers et de leur dire comment toi t'organiserais. Comment toi t'organiserais la classe. Qu'est-ce que tu ferais en plus, qu'est-ce que tu ferais en moins, qu'est-ce qui te ferait du bien pour qu'on puisse finalement aller chercher le trésor aussi que tu as. Parce que non, ça n'est pas un handicap que tu as. C'est handicapant pour toi parce que ce monde n'est pas fait par des gens comme toi, pour des gens comme toi. Mais toi, si tu devais amener quelque chose dans ce monde-là pour qu'il change et que toi, tu puisses finalement t'y adapter, qu'est-ce que ce serait ? Et moi, j'aime cette phrase qui dit « Si tu es arrivé dans un monde qui ne te convient pas, c'est parce que tu es venu pour le changer. Tu es venu pour y apporter ton grain de sable ou ta bétonnière entière, ça dépend ce que chacun vient apporter, mais chacun à notre niveau, chacun, on vient apporter quelque chose pour changer ce monde, pour qu'il aille dans le sens qui tourne à l'endroit. Arrêtez de le faire tourner à l'envers depuis les manques, les peurs, les insécurités, depuis le patriarcat, parce que quand même, ici, notons-le, c'est que c'est vraiment le patriarcat, c'est le côté masculin, et donc c'est pas les hommes, c'est vraiment le côté, la polarité masculine qui prend toute la place. C'est depuis cet endroit-là où justement il n'y a que la science qui a le droit de venir donner sa vérité. Vous savez quoi, aujourd'hui la science, elle est devenue, c'est même pas la science, je ne sais plus qui dit ça, mais c'est du scientisme. C'est-à-dire c'est presque un dogme. Ça en devient complètement fermé. Et complètement, là encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est Philippe Guillemont qui en parle très bien. Et pour moi, on aura réussi à être dans un équilibre quand la science et la spiritualité
se reconnecteront. Et encore une fois, derrière spiritualité, il n'y a absolument pas de religion. Il y a juste ici le lien avec notre côté beaucoup plus intuitif, beaucoup plus fluide, dansant, ce côté féminin finalement, que viennent aussi apporter les personnes qui ont un regard différent. Elles viennent nous montrer combien on manque de ça, combien on manque de ces choses-là. Et notamment ici, je pense à l'accueil des émotions. C'est la première des choses, mais c'est vraiment la chose la plus basique, parce qu'après, derrière, il y a plein de choses qu'on peut amener ici au sein des écoles. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est dommage et en même temps, c'est juste que c'est en mouvement, bien sûr, mais aujourd'hui, des fois, il y a une intervenante qui vient faire une période de 4 sessions pour parler des émotions, par exemple. C'est déjà mieux que rien, parce qu'à notre époque, il n'y avait pas tout ça. Mais ici, les émotions, c'est la base de la base. Si un enfant n'est pas en sécurité intérieure, il ne peut pas apprendre correctement. Il va être en difficulté. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plein d'enfants qui sont hyper actifs, hypo cela, hyper ceci, disent celi, disent cela. Allons les comprendre, apportons-leur cette bienveillance et ne nous arrêtons pas là. En plus, allons voir de quoi ils auraient besoin. Et c'est là qu'ils vont apporter de la richesse. Et c'est là qu'on va comprendre pourquoi ils sont comme ça. Ah ouais, ils sont comme ça parce que ça et ça. Waouh, moi dans ma profession, quand je fais cette traduction de sagesse intérieure, pour les enfants ou pour les adultes d'ailleurs, on peut remonter aux origines d'une difficulté. C'est pour ça que d'ailleurs chez ce bébé par exemple dont je vous parle, un bébé qui pleure tout le temps, qui fait passer nuit alors qu'il a 1 an, qui se réveille 5 fois par nuit, on peut poser ce problème-là, cette difficulté-là qui est la partie visible de l'iceberg sur la table, et on vient grâce à ces facultés qui sont les miennes, à tout ce que j'ai pu ici mettre en place, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui est à l'origine de cette problématique que l'on voit aujourd'hui. Et du coup, on comprend des choses et ça nous dit « Ah, mais bien sûr !» Et c'est là qu'on se dit « Il va falloir créer finalement des formations pour aider les parents. » Et moi, j'ai plein de parents qui viennent se former, mais vous savez, ça devrait être remboursé. Parce que moi, en fait, tout ce chemin que j'ai fait, aujourd'hui, je suis obligée de le faire payer parce que quelque part, c'est mon travail. Moi, je ne peux pas aller travailler, faire un truc comme tout le monde arrive peut-être à le faire parce que j'ai justement des sensorialités hyper présentes. Je ne peux pas aller travailler dans un endroit qui est bruyant, où il y a des néons, où il y a plein de gens, où il y a le téléphone qui sonne toujours. Je ne peux pas faire ça, je l'ai fait, j'ai perdu ma santé. Et aujourd'hui, ma santé, je la garde pour pouvoir m'occuper aussi de mes enfants, de mes animaux, de mes patients, de mes clients. Je ne peux pas aller là-dedans. Donc, c'est mon métier à moi. Donc, il faut que je sois rémunérée pour ça. Et c'est important pour moi de le faire pour ne pas non plus être cet handicapé qui dépend de la MDPH et ceci, cela. Oui, j'ai envie d'avoir cette sécurité-là parce que parfois, je suis fatigable, parce qu'il y a plein de choses qui viennent faire qu'à un moment donné, j'arrive plus à travailler, en fait. Donc, j'ai envie d'avoir cette aide-là, mais je ne veux pas me reposer seulement sur ça. Donc, je suis obligée de faire payer tout ce que j'ai compris grâce à qui je suis. Plutôt que ce que je suis, ce soit un poids pour la société, qu'on doit me donner des sous, moi j'ai envie finalement de récolter des sous avec ce que je suis. En même temps, c'est gratifiant pour moi, ça me permet de valider ce truc de je suis la solution, je ne suis pas le problème, mais en même temps, ça me permet d'aider les gens collectivement. Mais sauf que les gens, ils n'ont pas forcément les sous pour pouvoir s'acheter ça. Ça devrait être remboursé. Donc c'est pour ça que je vous dis que avec notre particularité chacun, qu'on soit neurotypique, neuroatypique, autiste, pas autiste, peu importe, on vient apporter quelque chose. Et à partir du moment où on ose se montrer dans notre vulnérabilité, ce qui n'est pas facile, moi c'est facile pour moi ici parce que je suis en train d'enregistrer ce podcast chez moi toute seule, c'est ok. Si je devais me trouver lors d'une conférence devant 200 personnes, j'aurais beaucoup plus de mal à trouver les mots justes, à m'exprimer clairement. Donc c'est pas facile, mais si chacun on accepte de se montrer à l'autre vulnérable, en se disant que peut-être l'autre va pouvoir nous recevoir, et pas nous juger, et pas nous se servir de notre vulnérabilité comme d'un endroit où on tacle pour se sentir fort soi-même, parce que l'autre il est pas bien et moi je suis plus fort que lui. Non, on n'est plus dans cette domination-là, dominant-dominé. Si j'accepte de me montrer vulnérable, et que j'ai aussi appris
à ce que l'autre puisse se montrer vulnérable pour pouvoir le recevoir de façon bienveillante, empathique, grâce à la communication non violente ou quoi que ce soit d'autre. Ici, on est en train de créer un monde où chacun va pouvoir finalement amener son regard, comment lui vit les choses, comment lui voit les choses. Du coup, comme il va pouvoir se partager comme il va laisser l'énergie de vie passer à travers lui. Il va commencer à se dire, finalement, j'ai le droit d'être comme je suis pas obligé de me changer pour avoir le droit d'être aimé, en sécurité, ceci, cela. Donc lui va se sentir bien. Et en plus, on va pouvoir s'enrichir de son regard. À quoi ça sert de vouloir tous faire la même chose, apprendre la même chose, être formaté de la même façon? Ça sert à rien à part aller à la perte. C'est comme avec le blé aujourd'hui, tous les allergiques au gluten. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire qu'il n'y a qu'une semence de blé, il n'y a que celui-ci, il n'y a plus toute cette diversité-là. Mais c'est n'importe quoi, la diversité, elle est là. On en a besoin d'ailleurs à l'intérieur de notre biote intestinale. C'est la diversité qu'il faut. Si on a un microbiote complètement foireux, c'est parce qu'en fait, il est mono, il n'est pas du tout dans la diversité. Parce qu'on a cultivé l'un et on a tué tous les autres à cause d'une alimentation qui n'est pas diversifiée et ainsi de suite. Donc ici, la diversité, c'est pas « waouh, toi, t'es un peu divergent et c'est cool, moi j'ai un copain qui est divergent » ou alors « tiens, lui, il est divergent, je l'inclus dans ma classe ». Non, la diversité, c'est la nature même. On a tous une couleur différente, on a tous une lumière profonde et on a quelque chose à venir amener. Donc ça, c'est ma vision à moi de l'autisme et pas que de l'autisme. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir amener plus largement. J'aimerais pouvoir l'amener de façon bénévole pour qu'il y ait plein de monde à pouvoir en profiter. Parce que j'ai vraiment l'intime conviction que ça peut parler à plein de gens et que ça peut révolutionner la vie de plein de gens comme de tous ces gens qui viennent me voir en consultation. Que ce soit pour leurs animaux, que ce soit pour leurs enfants, que ce soit pour eux-mêmes, pour leur couple, pour leurs projets, pour toutes ces choses-là dans lesquelles ils ont des difficultés. Et j'aimerais vraiment pouvoir que ce soit bénévole, donc j'aimerais vraiment pouvoir que ce soit, pas forcément bénévole, mais remboursé pour que moi je puisse quand même être payée pour pouvoir vivre moi aussi. Parce que si je ne peux pas en vivre, à un moment donné, je vais faire taire cette lumière, je vais retourner travailler dans un endroit où je vais avoir une RQTH, donc je vais pouvoir avoir une adaptation de poste, mais je ne vais pas faire profiter de ma lumière le monde. Qui en a besoin? Parce que votre lumière à toutes et à tous, le monde en a besoin. Comment peut-on faire pour que ce soit accessible à tout le monde? C'est la question, moi, que je me pose. Quand on sait que on peut avoir, nous, les personnes autistes, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, mais on peut avoir des fatigabilités, on peut avoir notre temps de travail, notre temps de concentration, il est restreint. Donc, ce qui veut dire que si moi, pendant ce temps de concentration et de travail, je donne de mon bénévolat pour faire ci, pour faire ça, un atelier, un ceci, un cela, ça veut dire que c'est un temps en moins sur ma capacité de travail. Donc, je ne vais pas avoir d'argent qui va rentrer, donc je vais être en stress parce que je ne vais pas pouvoir payer mes factures, ma maison, mais ceci, cela. Si je suis en stress, je ne peux pas prendre soin de moi et je vais vers mon effondrement autistique et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a peut-être quelqu'un parmi vous, justement, qui, avec son génie personnel, va avoir la réponse à cette question. Comment peut-on faire pour que toutes ces lumières puissent sortir de nous, qu'on puisse en faire profiter chacun, mais qu'il n'y ait pas non plus, du coup, de perte et de manque pour celui qui a besoin de vivre aussi derrière, de pouvoir survivre et de pouvoir gagner son argent pour pouvoir vivre dans cette société actuelle. Si quelqu'un a la réponse, ce sera avec grand plaisir de l'écouter et de pouvoir mettre quelque chose ici en place. Est-ce que quelqu'un ici serait, je ne sais pas moi, très riche et aurait envie de payer quelque chose pour que moi je puisse bénéficier d'être réglé pour les heures de travail que je vais faire, mais de pouvoir du coup le faire bénéficier à tous les gens qui en ont le besoin? Est-ce qu'on peut créer un atelier en ligne au lieu de faire du tête-à-tête avec chacun, parce que tout le monde n'a pas forcément l'argent pour venir ici en séance individuelle, s'occuper de lui. Est-ce que quelqu'un veut bien payer pour que certaines personnes qui en auraient le besoin puissent avoir accès à un atelier en ligne ou je ne sais pas. Puisque pour le moment, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Est-ce que quelqu'un a une astuce? En tous les cas, c'est déjà avec grand plaisir que moi je vous partage
gratuitement et bénévolement, parce que ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi dans mes valeurs, toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Certaines vont vous parler, d'autres vont pas vous parler, certaines vont vous dire waouh, c'est perché, c'est trop pour moi, d'autres ça va être génial, ça m'ouvre et c'est génial, d'autres, certaines ça va être pour parler des animaux, d'autres pour les bébés, d'autres pour les couples. Donc tout le monde ne va pas être intéressé par tout, mais je fais déjà du contenu gratuit dans lequel vous pouvez venir vous baigner et voir si vous trouvez des clés pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, qu'on trouve tous des clés pour se sentir en sécurité et du coup se donner le droit d'émaner, d'émettre notre lumière personnelle pour le bien de soi et du collectif. À bientôt.